Salam alaikum, Azulfillaoun, bonsoir. Tous ceux qui savent les méthodes du régime algérien s'y attendaient, y compris les grévistes de la faim eux-mêmes. Et c'est ainsi que plusieurs prisonniers politiques en grève de la faim dans la prison d'Al-Harrach ont été précipitamment disséminés vers d'autres prisons hier en pleine nuit, sans tenir compte de leur état de faiblesse. Ce pouvoir les a ainsi envoyés dans des prisons éloignées de leur lieu de résidence pour les couper de leurs familles respectives et contraindre celles-ci à entreprendre de longs trajets dans des conditions toujours difficiles pour visiter les leurs. C'est là une méthode connue pour réprimer légalement des détenus politiques qui ne filent pas droit, entre guillemets bien sûr. Ce régime a ainsi usé de ses habituels moyens de rétorsion contre ceux qui le dénoncent et qui osent en plus entreprendre des grèves de la faim. En bannissant ces prisonniers politiques et ces détenus d'opinion vers des prisons éloignées et en les reléguant à l'isolement le plus strict, il les coupe de leurs co-détenus et il les réprime dans le même temps qu'il force les autres grévistes de la faim à interrompre leur mouvement pour ne pas subir le même bannissement que leurs compagnons. Hier donc, ce régime avait diffusé un communiqué particulièrement virulent via le procureur général d'Alger pour déclarer qu'il n'y a pas de grève de la faim dans la prison d'Al-Harrach, alors que dans les heures qui ont suivi, il a déclenché des représailles contre les mêmes grévistes de la faim dont il niait l'existence. Il a procédé d'un véritable chantage contre les prisonniers politiques. Ceux qui ont persévéré dans leur grève ont été déplacés dans la nuit même vers des prisons éloignées de leurs familles respectives. Une attitude très dure, destinée à décourager la propagation de la grève de la faim dans les autres prisons, où sont détenus des centaines de prisonniers politiques et d'opinion, plus de 300. Dans le même temps, et comme à s'en accoutumer, quand ils se sont menacés, ce régime exige de la presse, de sa presse, un blackout très subtil, ne leur permettant, à ces journalistes, ne permettant à cette presse, de ne traiter du sujet que par le biais du compte-rendu, qui reste dans une reprise très réservée et très froide de l'information, sans autre commentaire, stricte information factuelle que ces journaux puisent systématiquement dans les déclarations du régime. Aucun média algérien n'a encore signalé, ni encore moins commenté réellement cette affaire, ses vrais tenants, ses vrais aboutissants, le déni outrancier du parquet général et les méthodes du régime pour casser la grève de la faim. C'est dire l'ampleur de la tragédie que vivent les Algériens, pris en étau entre d'un côté ce régime militaire mafiocrate et de l'autre par tout cela censé défendre les Algériens et les protéger. La justice, la presse, les partis politiques, les députés, les sénateurs, tous les organes dits consultatifs, la Cour constitutionnelle, la Cour des comptes, l'autorité nationale indépendante des élections, la haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption, le Haut Conseil islamique, le Conseil national des droits de l'homme,
l'Observatoire national de la société civile et toute une foultitude d'organismes et de pseudo-institutions aussi inutiles qu'ils sont budgétivores, des niches pour ces adeptes de la haute corruption et qui se trouvent être les plus fidèles alliés naturels du système qui vampirise l'Algérie pour les sustenter, pour les alimenter. Et pour couronner le tout, pour finir d'incarcérer tout un peuple, ne lui laisser d'autre choix que d'applaudir à sa seule et à sa propre déchéance et celle de son pays, ou se retrouver en prison, ne voilà-t-il pas qu'une camarilla de généraux qui dispose quasiment du quart de tout le budget national, sans avoir à rendre compte de son usage de la plus petite façon, serait-ce pour 1 dinar? Des généraux qui s'imposent en véritables maîtres de tout le pays, que personne ne peut contester, ni parti politique, ni presse, ni élite, ni Ammar Bouzour. Ce sont eux qui décident de tout, et jusqu'à la désignation du président de la République, et les Algériens le savent. Tous les Algériens le savent. La toute récente édition de la revue El Juge, qui est apparue aujourd'hui, montre à quel point l'Ibris a pris possession de cette junte, de cette jungle en folie, de ces gens frappés de suffisance et de tous ceux qui leur servent de façade institutionnelle pour continuer encore et encore à broyer ce malheureux pays. Algérie, un pays otage de ses généraux. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui et pour en parler, nous aurons avec nous Karim Naïtou Slimane, analyste politique depuis Paris, Toufik Bousbata, militant politique depuis Bruxelles, Iskander Debbache, militant politique depuis Paris,
et nous aurons une maman de détenue politique, elle-même en grève de la faim, en solidarité avec son fils et les autres prisonniers politiques et les autres détenus d'opinion. Madame Souad Ahmed, mère de détenus, donc politique. Je suis vraiment inquiet. J'ai même mauvaise conscience de l'avoir invitée. Je crains pour elle. J'espère qu'ils n'auront pas l'impudeur de l'inquiéter. Madame Bahmed, marhaba bik, shukran, merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, allô? Madame Bahmed. Bonsoir. Oui, Madame Bahmed, d'abord une question. Vous êtes en grève de la faim vous-même? Oui, oui, je suis en grève de faim. Oui, depuis lundi, parce que j'étais en visite à la prison. Donc, je me suis trouvée avec mon fils qui était en état vraiment situation précaire. Il était en grève de faim depuis vendredi. Et je suis très inquiète sur son sort. Mais madame, le procureur général a publié, a communiqué à travers un communiqué qu'il a diffusé, il a dit non, il n'y a pas de grève de la faim, c'est des menteurs qui veulent saboter l'Algérie, de l'intox émanant de milieux hostiles à l'Algérie, etc. Donc vous confirmez bien qu'il y a bien grève de la faim des prisonniers politiques. Oui, moi aussi je suis en grève avec mon fils. Et je ne sais pas c'est quoi son sort et je suis vraiment très 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 inquiète. Et en même temps, ils sont transférés à d'autres prisons. Alors, madame Chauvi, on nous dit des informations qui nous sont parvenues. On nous parle de 23 détenus politiques. Ils leur ont fait du chantage. Ceux qui n'arrêtent pas la grève, maintenant, on les transfère tout de suite. Hier, dans la nuit, paraît-il. Et on parle du transfert de 23 détenus politiques, de détenus d'opinion, de la prison d'Al-Harrach. Alors, il y a 13 qui ont été transférés à la prison de Bouira, Saïd Abid, dont certains que nous connaissons, Mohamed Tajadid, Soheb Debari, Tariq Debari, Malik Riyahi, et 10 autres ont été prisonniers politiques et d'opinion qui ont été transférés dans une autre prison, le Barouaguia probablement, dont nous avons un seul nom, El Hadi El Assouli. Donc, et pour votre fils, est-ce que vous avez des nouvelles? J'ai aucun nouvelle de mon fils. Je ne suis pas au courant s'il est toujours à Al-Harrach ou là, il est transféré. Mais madame, d'abord, il refuse de leur donner le qualificatif de prisonnier politique ou de prisonnier d'opinion. Alors que même Sarraqin, même Gtalin, même des escrocs, c'est des nationalistes militants politiques qui revendiquent un état de droit. يدخلوهم الحبس وما يخليهمش يديروا غراف د لافان ولما يديروا غراف د لافان يبعثوهم للسجون الاخرى يعني كيف بانت لك مدام هذه مدام انقطعت مدام باحمد انقطعت للاسف الشديد شكرا مدام سعاد باحمد mère du détenu politique Bouznad Reda d'Alger. Désolé qu'on l'ait perdu. معنا Karim Naïtou Slimane. Karim Naïtou Slimane, merci d'être avec nous. Bonsoir Jamaldine, bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui nous regardent. Je tiens, si vous permettez, d'abord à exprimer ma solidarité inconditionnelle avec cette mère de détenus politiques algériens et aussi avec tous les détenus politiques et toutes les familles des détenus politiques et aussi tout le peuple algérien qui est témoin de cette triste époque que traverse l'Algérie. Merci Karim. Je tiens aussi, puisque il faut que nous exprimions notre solidarité les uns pour les autres et avec les autres. Rappelons que Ain Oulmen a été frappé par une incroyable tragédie, des gens qui ont brûlé vifs à l'intérieur de leur immeuble, souvent parce qu'il y a du barodage.
ils sont restés quasiment sans secours trop longtemps, au point où nous avons même des images d'une maman qui tenait son bébé dans son balcon, qui a appelé au secours et que personne n'a pu secourir. Rabbi yarhamhum, Inch'Allah, et à toute leur famille, à toute la population d'Ain Oulmen. Karim, voilà, ils disent qu'il n'y a pas de grève de la faim, puis ils prennent les grévistes de la faim, ils les dispatchent, comme ils disent, ils les disséminent à travers d'autres prisons, non seulement pour les réprimer, pour les punir, parce qu'ils savent que quelqu'un que vous éloignez de son lieu de résidence civile, sa famille a du mal à aller lui rendre visite, à lui ramener de quoi manger. C'est réellement sadique. Et c'est très hypocrite. Dans le moment où vous dites qu'il n'y a pas de grève de la faim, vous les affectez parce qu'ils ont fait une grève de la faim. Karim. D'abord, sur le sadisme de ce système et sur les moyens horribles qu'il met en place pour châtier et punir tout Algérien qui manifeste une velléité de liberté. On ne va pas trop s'attarder sur ça, c'est connu, mais on peut s'interroger sur les raisons pour lesquelles ces détenus ont été éloignés, dispersés et éloignés d'Alger, de la prison d'Al-Harrach, où cette grève a éclaté, et dispersés à travers les prisons des autres régions algériennes très éloignées d'Alger. La raison pour laquelle, c'est que ce système essaye de casser la vague de médiatisation, de solidarité au niveau national, mais aussi ça commence maintenant au niveau international. Je rappelle par exemple que Amnesty International a commencé à publier sur le sujet. Il y a des journaux internationaux qui commencent à publier sur l'affaire. Donc le régime, en essayant d'éloigner ces détenus, bien sûr, il s'agit d'abord d'une tentative mesquine et ignoble de les punir, c'est-à-dire de les priver des visites de leurs proches, d'abord, parce qu'il est très difficile pour une famille qui habite à Alger de se rendre à Barouadia, par exemple, ou à Boula, ou d'autres prisons vers lesquelles seront transférés ces détenus, mais d'un autre côté aussi, empêcher et rendre difficile les visites des avocats, parce qu'on a vu sur cette affaire en particulier, il y a eu quand même un bras de fer entre le procureur général qui a déclaré qui a nié tout simplement l'existence de la grève et les avocats, le collectif des avocats, qui ont bien sûr affirmé que cette grève a bel et bien lieu. Et donc, ce que essaye de faire le régime maintenant, c'est d'empêcher les avocats de rendre visite aux détenus, d'éloigner les regards de ces détenus-là, de leur souffrance, d'empêcher la médiatisation qui monte, et en utilisant surtout, bien sûr... Mais en même temps, Karim, en ce faisant, il vient de reconnaître qu'il y a une grève de la faim. Ah oui, absolument. Il vient de se contredire lui-même, comme un grand. Absolument, parce qu'ils sont tout simplement sur une ligne intenable, Djemaldi. Parce que lorsqu'on regarde le fond de cette affaire, c'est quoi? C'est toute une question de radicalisation. Le régime a radicalisé ses méthodes, a radicalisé sa position. Il est tout à fait normal que de l'autre côté, en face, les détenus qui ont été toujours, depuis le début du Hirak, les détenus qui sont actuellement en prison sont parmi les militants les plus convaincus de la nécessité du changement en Algérie. Alors, il y a eu bien sûr maintenant radicalisation de la part des détenus qui n'ont trouvé d'autres moyens dans la situation désespérée dans laquelle ils se trouvent que de radicaliser leur lutte pacifique en faisant le don le plus cher, qui est le don de soi, et en entamant une grève de la faim illimitée. Donc, le régime maintenant est face à son injustice et face à l'impasse dans laquelle il s'est placé lui-même. Il est dos au mur. Et moi, ce que je pense, ce que j'espère, c'est que bientôt, la rue algérienne va se saisir de cette affaire. Parce que moi, derrière cette grève de la faim, je vois un appel de ces détenus. Non pas vers le régime, parce qu'ils n'ont rien, et ils le savent, ils n'ont rien à attendre de ce régime. Parce que ce régime a montré à chaque fois qu'il est là pour opprimer les Algériens. C'est un régime qui ne reconnaît même plus ses propres lois. C'est un régime qui viole sa propre constitution. Donc les détenus ne font pas appel
ni au président désigné, ni à tous les hommes et femmes du système, mais je pense qu'ils sont en train de faire un signe, un appel à la rue algérienne, à tous les Algériens. Et moi d'ailleurs, de là où je suis, je lance un appel à tous les Algériens de se préparer pour reprendre la rue, parce que il faut sauver ces détenus. Ce régime l'a montré dans le passé. Il ne faut pas oublier l'affaire Jamel Din Fakhar, Rabbi Rahmou. On sait que ce régime ne fera rien et laissera mourir ces Algériens. Alors c'est à nous de les sauver et de nous radicaliser dans nos positions politiques, de nous radicaliser politiquement et pacifiquement et de reprendre la rue. Parce que derrière ce dossier, et c'est pour ça moi j'insiste toujours sur l'appellation, Jamel Din s'il vous plaît, de détenus politiques. Il faut oublier ces histoires de détenus d'opinion. Ce sont des détenus politiques. Ici, il y a certains qui ont peur du parallèle qu'on aurait, par exemple, à faire avec les détenus politiques des années 90, eh bien qu'ils le fassent. C'est aussi des détenus politiques. Le grand problème en Algérie, c'est un problème politique. Et toute cette affaire, son arrière-fond est politique. Et c'est politiquement que ces détenus sont en train de lutter, ne sont pas en train de lutter pour leurs droits individuels. Nous avons vu, par exemple, avec Ben Naoum, le vaillant militant qui a refusé de signer des conditions pour sa libération conditionnelle. Pourquoi? Parce que les conditions qu'on lui avait proposées ont bafoué et piétiné ses positions politiques. Voilà pourquoi et sa liberté d'homme libre. Et sa liberté d'homme libre. Ses droits d'homme libre. Elles ont criminalisé son combat politique. Et c'est pour ça qu'il a refusé. Et les autres détenus se retrouvent dans cette situation. En Algérie, la question, c'est la politique. Est-ce que les Algériens ont un statut de citoyen à part entière qui leur permet de jouir de leur liberté citoyenne, que la Constitution garantit, et d'exercer la politique, de faire la politique, de faire entendre... Et restez avec nous, Karim, je reviens à vous dans un instant. Avec nous, Iskandar Debbash, militant politique depuis Paris. Mais avant, nous allons écouter ce jeune Algérien qui révulsé, en colère contre ce qu'on fait subir à Dalila Touat, qui est incarcérée elle aussi, et qui n'a même pas le droit au qualificatif de détenu politique ou de détenu d'opinion, mais qui rentre dans ce que le communiqué du procureur général nomme une certaine frange de détenus. Une certaine frange. Alors nous allons écouter ce jeune homme qui, dans son infinie innocence et dans son grand courage, regardez ce qu'il dit. Oui, écoutez. Salam alaikum wa rahmatullah. رسالة برك حبيت نوجهها لهم. أقسم برب العزة كلمة تاع رجال وقدام رب العالمين هو الأول وقدام الشعب الجزائري كامل. سيبوا تليلة تواه. سيبوها أمها كبيرة مسكينة واحد ما عملوا بها شكون حيقوم بها. فهمتي كيف ما هي كبيرة في العمر واحد ما يقوم بها. أنا مستعد أخويا التهم أخويا الموجهة لها هي أخويا مدوها لي أنا أخويا سيبوها هي تروح. اقسم برب العزه اخويا سيبوها هي تروح اخويا فهمتي كيف ما ودخلوني انا اخويا للحبس وزيدوها التهم تاعها هي اخويا زيدوهم لي انا اخويا فهمتي كيف ما عبنا وما مش هاك شغل هذه داخله في بالك يقولوا الناس هو مداير ريا ولا حب يبان ولا حب الباز حنا خاطينا الباز وخاطينا هذه تاع الشهره هذه فهمتي كيف ما الشهره عندها مالا فهمتي احنا زواوله نموتوا زواوله اخويا فهمتي واش من باب الانسانيه برك باب الانسانيه برك هذه كي شغل هذه ولاو يخشوا الانسان ما نديروا نقاب احنا فهمتي كيف ما نديروا نقاب اخويا نقعدوا في الكوزين اخويا فهمتي كيف ما وهذا ما كان اخويا انا ما نعرفش الماضي في الفيديوهات ما والو واش كان في قلبي اني نهضر اخويا برسك الهضره هذه مش هطا لايف ما والو الامام اللايف اني حنوصلوا كيما هكا بعد فهمتي كيف ما ليسونسيال حريه لمعتقد. Iskandar Debbash sur ce sujet de la grève de la fin des prisonniers politiques et sur leur bannissement vers des prisons éloignées pour ne pas, c'est une punition pour ne pas permettre à leurs familles de les visiter normalement et comme l'a bien souligné Karim Naïtous Nimel, ni même à leurs avocats. Ils les éloignent de leurs avocats en fait. Iskandar Debbash. Bonjour Jamel, et bonjour à tous les téléspectateurs. Et merci d'avoir accepté notre invitation, Iskandar.
C'est moi qui vous remercie pour m'avoir fait participer à votre émission, ou pour m'avoir permis de participer à votre émission. Ce que je voulais dire, c'est d'abord, je voudrais exprimer ma solidarité pleine, entière et inconditionnelle avec les détenus politiques, mais en même temps aussi avec les mères des détenus qui sont présentes aujourd'hui dans notre émission, et ainsi que mes salutations à tout le peuple algérien. Ce que je veux dire à propos de cette répression, c'est-à-dire que au fil de la répression, le pouvoir est de plus en plus en train de redéfinir son identité. On n'est plus dans l'angélisme de la République algérienne démocratique et populaire des années 70 ou 80. Aujourd'hui, nous sommes entrés en plein dans le duvalierisme. C'est dans une sorte de pouvoir absolu entre les mains d'irresponsables. Voilà ce que moi je définis. Il y a eu des pouvoirs absolus dans l'histoire. Hein. Il y a eu l'Allemagne nazie, mais il y a eu des dictatures diverses. Mais là, nous sommes il y a eu aussi Papadoc Duvalier, qui était président autoproclamé de Haïti et qui faisait tout et n'importe quoi, qui avait jusqu'à le droit de vie ou de mort sur ces sujets. En Algérie, c'est exactement pareil. C'est la phase dans laquelle est entré ce pouvoir totalement irresponsable. Vous savez, la définition du pouvoir absolu, comme elle a été donnée par les philosophes, dont les philosophes des Lumières, dont Jean-Jacques Rousseau, dans le contrat social, où il disait le pouvoir, le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le maître, s'il ne transforme sa force en droit et l'obéissance en devoir. D'où le droit du plus fort, droit pris ironiquement en apparence, mais réellement en principe. Voilà où est entré ce pouvoir. Et pour ce qui est de ce régime, pour apporter de l'eau à votre moulin Skandar, et il transforme les généraux algériens qui ont la réalité du pouvoir, qui ont pillé le pays, qui l'ont maltraité, qui l'ont meurtri, il les transforme en dignes héritiers des glorieux révolutionnaires de l'ALN. Vous savez, l'ANP aujourd'hui n'est pas l'héritière de l'ALN. Elle est l'héritière tout au plus d'une frange de l'armée des frontières, et de la plus mauvaise en plus. Aujourd'hui, ils ont failli transformer l'Algérie en une armée de mercenaires, transformer l'ANP en une armée de mercenaires. C'est justement ce pouvoir un peu plus ou moins occulte, parce que vous savez, moi je ne crois pas que le couple Chengriha et Tebboune est la réalité du pouvoir. Hein. Je pense que ce sont deux pauvres guignols qu'on met en avant, c'est-à-dire pour la vitrine. Nous allons en parler tout à l'heure, Iskandar. Pour le moment, j'aimerais que vous restiez un peu sur ce sujet de la grève de la faim, oui. Qui se veut éminemment politique, qui se veut un appel d'abord aux autres détenus politiques qui sont dans les autres prisons d'Algérie, et ensuite un appel très fort pour le reste des Algériens pour dire qu'ils sont en prison pour avoir revendiqué un état de droit, et que cet état de droit est toujours otage de ses généraux. Donc sur cette grève, c'est un lapsus révélateur en fait, sur cette grève de la faim politique et cette réaction d'un régime qui d'abord nie qu'il y ait eu une grève pour ensuite affecter, bannir ces prisonniers, les envoyer au plus loin de leur famille. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur ça, sur cette schizophrénie de ce régime, en plus de son sadisme ? Vous avez bien fait de parler du sadisme de ce pouvoir, hein, parce que vraiment, là, on est dans le véritable sadisme d'État. Ce que je voulais dire, c'est que le peuple doit épouser cette cause et répondre à l'appel des grévistes. Je suis moi-même personnellement d'avis que l'on puisse organiser une grève de la faim ici à Paris, sur le parvis des droits de l'homme, pour soutenir nos camarades prisonniers politiques en Algérie. Très bien.
Voilà. Et donc, et en plus de cela, j'aimerais, et ça n'engage que moi-même, je lance un appel à Tebboune pour le rendre personnellement comptable quant à la sécurité et l'intégrité physique des prisonniers politiques. Et en premier lieu de la faim. Pour abonder dans le thème sur le du pouvoir, j'exprime ma solidarité avec les maires de ces détenus parce que en éloignant les prisonniers politiques de la prison d'El Harrach et des centres pénitentiaires de la capitale et des grandes villes, il les soumet à un parcours, un véritable parcours du combattant pour obtenir une permission de visite. Et ça, c'est particulièrement sadique ce qu'il est en train de faire. C'est-à-dire qu'il va les empêcher de rendre visite à leurs parents grévistes de la faim. Voilà ce qui se passe, ya Jamal. Et c'est très bien, Iskandar. Très bien. Alors, avec nous, pour la première fois, Toufiq Bousbata, militant politique, hirakiste à Bruxelles. Et depuis Bruxelles, Toufiq Bousbata, merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie. Atakum Saha, merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Alors, voilà. Oui, je vous en prie, exprimez-vous. Allez-y. Je voulais vous demander votre avis d'abord sur cette grève de la faim, sentiment à chaud comme ça, des prisonniers politiques d'Al Harrach qui viennent d'être envoyés, disséminés vers d'autres prisons, dont deux dont nous avons connaissance, celle de Barwaguiya et celle de Bouira. Si un prisonnier politique fait une grève de la faim, c'est que c'est l'ultime recours pour lui, parce qu'il risque de mourir. S'ils ont décidé de faire ça, c'est que c'est vraiment, ils ont fait tous les recours et ils n'ont pas eu de solution. Mais les avocats, on sait qu'ils travaillent, ils font leur possible pour soulager la peine des détenus, mais malheureusement, dans un pays où les lois ne sont pas respectées, où le pouvoir des généraux, on le sait, des généraux corrompus qui gèrent tout en Algérie, et où on n'a pas de justice, parce que c'est la justice du téléphone, un avocat, des fois, il ne peut pas faire grand-chose. Donc, voyant ça et n'ayant pas de solution ou de réponse à leur recours, ils ont fait une grève de la faim. Et je trouve que c'est une innovation parce que d'habitude, ce sont quelques personnes qui décident de faire une grève de la faim, mais cette fois-ci, c'est une grève de la faim lancée pour la majorité des prisonniers politiques. Et apparemment... Ce n'est pas la majorité pour le moment, ce n'est pas la majorité. La totalité de 333, le dernier chiffre que nous détenons. Mais la grève de la faim a été entamée par une quarantaine de prisonniers politiques d'Al Harrach pour appeler justement non seulement à la reconnaissance de leur statut de prisonniers politiques, mais aussi pour appeler leurs autres camarades, leurs autres compagnons qui sont dans les autres prisons du régime à les suivre dans cette revendication pour revendiquer leur statut de prisonniers politiques et pour affirmer à la face du monde qu'ils sont en prison pour avoir osé revendiquer un état de droit. De droit, oui. Oui, c'est ça. Donc c'est un appel qui a été lancé pour la majorité des détenus d'opinion pour qu'ils réagissent et qu'ils suivent cette grève. Et pour moi, c'est une innovation parce que c'est pas une minorité, mais elle allait être suivie peut-être par la majorité de ces détenus d'opinion qui sont malheureusement 333, ce qui est énorme. Pourquoi ils sont détenus? C'est parce qu'ils réclament un état de droit, une démocratie, la liberté d'expression. Et des fois, ils ont été détenus juste parce qu'ils ont fait un like sur un réseau social, malheureusement. Absolument, absolument. Certains sont en prison pour avoir mis un like sur une publication politique. Mais ouais, sur les réseaux sociaux. C'est malheureux. Et voilà, on est Mais sur ce communiqué du procureur général qui affirme qu'il n'y a pas de grève de la faim d'une certaine frange, il ne dit pas les prisonniers d'opinion politique, d'une certaine frange de détenus d'Al Harrach, mais que non seulement il n'y a pas, mais que ce sont des milieux
hostile à l'Algérie, à sa sécurité, à sa quiétude publique, qui dissémine ce genre d'informations pour déstabiliser la nation. Ouais, malheureusement, on a vu que ce régime et tous les sbires du régime, ils sont à tous les niveaux. Ce régime qui détient tout, donc il arrive à gérer tout. Et donc ce procureur qui a, à travers son communiqué, d'abord, il y a un déni. On a l'habitude avec ça. Pour eux, il n'y a pas de hirak, il n'y a pas de détenus d'opinion, de détenus politiques. Pour eux, on vit dans une démocratie, on a la liberté d'expression. Donc, on est toujours dans la même situation, le déni et le mensonge en plus. Pour eux, ils arrivent même pas à reconnaître que ce sont des détenus d'opinion. Et en plus, soi-disant qu'ils sont gérés par la mainmise de l'extérieur. Ils doivent savoir qu'il n'y a pas de mainmise de l'extérieur, que ce sont des Algériens de l'intérieur qui ont décidé qu'il y ait un état de droit et ils sont en train de lutter depuis 3 ans pour cet état de droit, depuis le 22 février 2019, et à travers le mouvement pacifique, le Hirak, et qui ont été suivis par la diaspora algérienne qui est à l'étranger. Donc, il n'y a pas de mainmise étrangère, il n'y a que des Algériens qui sont de l'intérieur et de l'extérieur. Et, alors, voilà. Pardon Tawfiq, nous allons faire un tour de micro sur une question très délicate que tous les Algériens se posent, qui n'en finissent pas de se poser. Je reviens à vous Tawfiq dans un instant, je reviens à Karim Naïtou Slimane. Karim Naïtou Slimane, la presse dans cette histoire, soit la presse inféodée au régime, qui sont tombés à bras raccourcis sur les détenus, en même temps qu'ils reprennent la version du procureur général d'Alger, où tous disent non, il n'y a pas de grève, c'est pas vrai, il n'y a pas de grève de la faim, il n'y a pas de prisonniers politiques dans ce pays, comme l'a dit le président de l'Observatoire des droits de l'homme, ce machin qui obéit au doigt et à l'œil. Mais l'autre presse, celle qui se dit libre, qui n'est en train de traiter du sujet que par des comptes rendus. Il n'y a pas d'article de fond sur les questions. Il n'y a rien qui se dit, ni sur les abus, ni sur ces représailles de la justice, entre guillemets, algérienne, qui procède par le chantage avec les détenus pour leur dire « si vous continuez cette grève de la faim, on vous envoie ailleurs, loin de votre famille ». Rien sur la presse de ce genre de commentaires, mais pas seulement la presse. Les élites, comme on dit, qui sont totalement silencieuses, pas seulement les élites, les journalistes, les partis politiques, les soi-disant députés, les sénateurs, tous les organismes, comment on les appelle, la haute cour de l'État, le Conseil constitutionnel et tout le fatras. Pourquoi n'y a-t-il pas une seule réaction de tout ce bon monde, une seule réaction honorable? Tout simplement parce que ce beau monde, en réalité, ne sert que de décorum au régime. Ça fait partie du décor civil que propose ce régime, que ce régime met à la face du monde pour se cacher, pour cacher sa nature militariste derrière. Vous savez très bien, aussi bien que moi, Djamel-Din, qu'il n'y a pas de presse libre en Algérie. En tout cas, il n'y a plus de presse libre en Algérie. Donc il y a 2 catégories. Il y a la catégorie qui est claire, c'est la presse du régime, donc n'en parlons même pas. Mais même l'autre presse, soi-disant d'opposition, ou qui traîne une réputation d'opposition par rapport à une certaine histoire ou par rapport à son histoire, on sait très bien que maintenant, il ne lui reste pas grand-chose de marge de liberté et que c'est une presse en réalité autorisée. C'est une presse autorisée, Djamel-Din. Ils savent. Et d'ailleurs, je vous défie de trouver sur les titres de cette pseudo-presse libre une appellation, par exemple, de détenus politiques. Au minimum, lorsqu'ils prennent un peu de courage pour parler, ils parlent de
de détenus d'opinion. Et je vous ai dit, cette manière d'appeler ces détenus est une manière déjà de noyer le poisson et essayer un peu d'enlever, d'atténuer un petit peu la réalité, en fait, de la gravité de leur affaire. Quant aux intellectuels, c'est la même chose. On le sait très bien que l'intellectuel en tant que figure sociale, figure de la société, en Algérie, il n'en existe pas. Il y a uniquement des intellectuels. Mais pourquoi, Karim, pourquoi il n'en existe pas alors qu'ils sont là, il n'y a aucun doute là-dessus. Il y a des intellectuels de tout type, de tout genre. Mais pourquoi ils ne s'expriment pas? Est-ce parce qu'ils n'ont pas des vecteurs d'expression? Est-ce parce qu'ils ont peur? Est-ce qu'ils sont tombés dans le jeu du système et qu'ils se laissent corrompre? Pourquoi ne s'expriment-ils pas? Les intellectuels, si on reprend la fonction d'intellectuel, la figure d'intellectuel, c'est-à-dire qui ont une instruction, qui ont une notoriété dans un domaine scientifique donné ou artistique, et qui usent de leur notoriété pour influencer et s'exprimer politiquement dans la société, cette figure-là en Algérie est presque inexistante. Il se compte sur les doigts d'une seule main. C'est vraiment quelques-uns, et qui sont en réalité des militants. Actuellement, ce sont des militants du Hirak. Mais en dehors de ça, si vous parlez de soi-disant intellectuels ou personnes instruites qui jouissent d'une certaine notoriété nationale ou internationale, ils n'expriment pas d'opinion politique. Et ce ne sont mais pas pourquoi, Karim, par exemple, je vais donner un exemple. Vous-même êtes un intellectuel algérien, vous exprimez parce que vous êtes à l'étranger. Est-ce qu'eux sont bridés par cet aspect des choses? Ça veut dire que tant qu'ils sont à l'intérieur, ils ne s'expriment pas, ils ne peuvent pas s'exprimer parce qu'ils ont peur, parce qu'on peut briser leur carrière, briser leur vie, leur faire des problèmes de tout genre, les calomnier, les traîner devant la justice, ou tout simplement leur fabriquer un accident de la route, comme ce régime sait si bien faire ce genre de... Est-ce que ce n'est pas plutôt cela que la connivence? Oui, pour ceux qui sont à l'intérieur, il s'agit bien de peur. Mais je vous rappelle aussi, parce que c'est un sujet qu'il faut vraiment approfondir, et que la peur maintenant existe même à l'extérieur. Nous avons vu récemment que réellement il y a des menaces de mort, d'exécution à l'encontre des opposants qui sont à l'extérieur. Mais il est vrai que le risque est accru et beaucoup plus accentué à l'intérieur. Mais je rappelle que même contre ce risque, par exemple, nous avons quelques intellectuels qui s'expriment, qui militent. Mais c'est pour ça qu'ils sont intellectuels. Mais moi, et qui sont passés par la case prison. Et qui sont passés par la case prison. Oui, absolument. C'est le prix que ça coûte pour être considéré comme une figure intellectuelle. Parce que si vous parlez de l'intellectuel en tant que personne instruite, ben oui, ça, il y en a en Algérie. Il y en a, mais ce ne sont pas des intellectuels parce qu'ils ne portent pas d'opinion politique, ils n'expriment pas. Être intellectuel, ce ne sont pas des honneurs, Djamaldine, c'est un ensemble de risques, c'est une fonction sociale qu'on doit assumer ou pas. Ces personnes-là, artistiques ou scientifiques ou académiques, universitaires, qui n'assument pas cette fonction, pour moi, ce ne sont pas, socialement parlant, ce ne sont pas des intellectuels. Et pareil pour les journalistes aussi. En Algérie, on n'a pas de journalistes actuellement. Il ne reste plus de journalistes libres. Vraiment, c'est des cas extrêmement rares et on sait ce que ça leur coûte. Les journalistes libres en Algérie sont interdits d'exercer. Ceux qui restent en Algérie maintenant, ce sont beaucoup d'entre eux sont passés, eux aussi, par la case prison. Par la case prison. Et c'est pour ça qu'on les connaît. Les Algériens les connaissent. Mais pour les autres... Mais Karim, et les autres, les partis politiques, dont c'est pourtant la vocation, et les fameux observateurs des droits de l'homme, la Cour des comptes, je ne sais pas comment il s'appelle cette organisation de la transparence contre la corruption, tout ce fatras, ces dizaines et dizaines de niches où on bouffe à satiété. Pourquoi n'essaye-t-il même pas de faire semblant, j'allais dire? Parce qu'ils savent que ça coûte très cher. Parce que la politique actuellement, Djamaldine, est interdite aux Algériens.
En Algérie, pareil pour les partis politiques. Il ne reste pas de partis politiques en Algérie. Il ne reste plus de partis d'opposition. Les partis d'opposition qui essayent maintenant de rester dans le politique, je donne quelques exemples. Par exemple, nous avons par exemple le RCD, par exemple. Regardez ce que subit, par exemple, son président, Mohsen Belabbès, Fethi Ghirres, pareil, pour son parti, et d'autres. Tous les partis actuellement Fethi Ghirres qui est dans la case prison, et Mohsen Belabbès qui risque de connaître la case prison. Qui risquent de connaître la prison. Voilà. C'est-à-dire, ceux qui veulent faire les Algériens qui veulent faire de la politique réellement ne peuvent pas le faire. Et ceux qu'on autorise, c'est pour ça que je parle bien de presse autorisée, de partis autorisés, de société civile autorisée, ce sont des personnes qui ont accepté de jouer le rôle, ce rôle vraiment mesquin, hein, de figurant, d'homme de paille, jusqu'au président, jusqu'au ministre, jusqu'aux parlementaires aussi, qui n'ont en réalité aucun pouvoir entre leurs mains. Ils ont accepté d'être des figurants d'une grotesque pièce théâtrale qui est jouée en Algérie, depuis l'indépendance bien sûr, mais depuis, il faut dire que depuis 20 ans à peu près, les choses se sont aggravées. Et là, depuis 2-3 ans, elles se sont encore plus aggravées. Et c'est pour ça que nous sommes en train d'entrer dans un système totalitaire accompli, c'est-à-dire un système qui transforme les Algériens en sujets. Hein. Les Algériens sont en train de devenir réellement colonisés. À un certain moment, la colonisation, on en parlait comme une métaphore. On disait que ce régime a hérité des mêmes pratiques que le système colonial, mais actuellement, ce régime est en train de coloniser réellement les Algériens, de les opprimer et de les tenir uniquement par la force. C'est pour ça que ça ne tiendra pas. Et de les sidérer, Karim. D'ailleurs, je vous rappelle quelque chose qui est complètement intraductible en français, Darja. Ils disent, c'est très fin, c'est d'une subtilité incroyable. Ils disent avant كان كاين الاستعمار ودرك كاين الاستحمار. Restez avec nous, Karim. Je reviens à vous dans un petit moment. Iskandar Debbash, sur tous ces relais sociaux, ces relais politiques, ces partis politiques, cette presse, ces institutions, ces organes en tout genre, censés remplir un rôle social, politique, et même ces observatoires des droits de l'homme, etc. Pourquoi sont-ils autant absents et pourquoi sont-ils dans une telle connivence? Parce que dans ce genre de situation, on ne peut pas être neutre. On est pour le droit, la liberté et la légitimité, ou on est du côté du régime. Il n'y a pas photo sur ça. Donc, comment expliquez-vous cette situation, alors que le régime n'a plus les mêmes moyens qu'avant pour arroser tout ce beau monde? Jamal, le pouvoir en Algérie a instauré un climat de peur. Je ne parle pas pour tout le monde. Hein. Il a instauré un climat de peur pour toutes les voix discordantes contre lui. Ce qui fait que les partis politiques qui autrefois avaient une certaine latitude d'action et d'expression aujourd'hui sont réduits au silence, comme le RCD et même le FFS d'ailleurs. On les entend plus justement sous l'effet de la peur, sous l'effet de la terreur plutôt. Quant aux autres, c'est-à-dire les organisations défense des droits de l'homme, commission, etc., tout ce qu'ils peuvent dire, cela, on les connaît. Tout ce qu'ils peuvent dire, tout ce qu'ils ont dit jusque-là, se résume à une expression, c'est la voix de son maître, pas plus que ça. Ce qu'il faut retenir, c'est que le pouvoir est en train de menacer toute voie libre par des charges fabriquées de toutes pièces. Il y a des professeurs, des journalistes, des défenseurs de droits humains algériens qui sont pris pour cible par le pouvoir. Et ils encourent tous pratiquement de très lourdes peines de prison sur la base de charges fabriquées de toutes pièces, telles que la participation à une organisation terroriste. Ces accusations sont très graves. Complot contre l'État,
etc., etc. Tout ça pour avoir cliqué sur un j'aime sur Facebook. Pas plus que ça. Hein. C'est-à-dire que et voilà. Et donc voilà ce qui se passe pour la supposée liberté d'expression en Algérie. Nous sommes, c'est-à-dire l'Algérie est en train de traverser. Vous savez, autrefois, on parlait de la décennie noire. Aujourd'hui, nous sommes dans la nuit noire de l'Algérie. L'Algérie traverse une nuit sans lune aujourd'hui. Et on se souviendra très longtemps de cette répression qui peut à tout moment, c'est-à-dire tourner à la répression. Pourtant Tebboune est en train de dire qu'il est le président le mieux élu d'Algérie depuis son indépendance. Il est en train de dire « Nous sommes désormais dans l'Algérie nouvelle ». C'est son slogan, c'est son blason. Oui, mais il peut dire ce qu'il veut, hein, vous savez, il peut dire ce qu'il veut. Tebboune ne pèse pas très lourd en Algérie, vous savez, c'est juste une sorte de porte-voix, même pas, c'est-à-dire, il est là pour la vitrine, rien de plus. C'est quelqu'un, vous savez, le jour où le système sera le véritable pouvoir, je parle du véritable pouvoir, c'est le pouvoir militaire qui n'est pas Chengriha. Chengriha et Tebboune sont deux guignols sacrifiables, là. Vous savez, le jour où le véritable pouvoir sera inquiété, que ce soit en Algérie ou sur la scène internationale, ce jour-là, il va les sacrifier tous les deux, et sans état d'âme. Restez avec nous, Iskandar Debech. Je reviens à vous justement pour le sujet de l'armée. Alors, le Toufiq Bousbata, sur ce point ce n'est pas seulement l'indifférence, ce n'est pas l'occultation, ce n'est pas le blackout, c'est la connivence de la presse avec le régime dans ce genre d'affaires. Une presse qui ne dit pas ce qui se passe réellement. Elle ne dit rien de la grande gravité de la situation. Elle ne dit pas que l'Algérie fonce à tombeau ouvert sur le mur, qui ne l'attend pas seulement, mais qui commence à venir vers elle. Qu'est-ce que vous pourriez... pour appeler, cette formule appartenait à Sami Oussaddiq Rabbi Yarhamou, qui avait dit ça, ce n'est plus nous qui allons vers le mur, c'est le mur qui vient à nous, Rabbi Yarhamou. Toufiq. Effectivement, donc on n'a pas de presse en Algérie, malheureusement. C'est vrai que Kima Gal Karim, il y a quelques journalistes qui sont encore intègres et qui font leur travail de journaliste, mais malheureusement ils sont passés par la case prison. Mais sinon on a des chaînes ou des canaux TV que les Algériens appellent canaux des égouts. Personnellement, à part la chaîne Al Magharibiya que je regarde, aucune autre chaîne algérienne. J'arrive à regarder les infos ou de suivre les infos sur les autres chaînes parce que ils vivent dans un autre monde et c'est un monde de déni et de mensonges. On n'a pas de journaux aussi, hein, les quotidiens, même si Tebboune il dit qu'on a une presse libre, qu'on a, je sais plus, il a cité une affaire de 200 et quelques quotidiens et hebdomadaires, on les voit pas. Même leur revue El Jeish, on a vu aussi les mensonges qu'ils publient et qu'ils diffusent à chaque fois. Donc il y a et ce peuple algérien fier et rebelle, s'il est sorti le 22 février 2019, c'est parce qu'il n'y avait pas d'opposition en Algérie. Le régime actuel ou le régime qui était avant le Hirak, c'est comme un cancer. Il a gangréné toutes les franges de l'État algérien, de la nation algérienne. Il y avait de la corruption et des gens de leur sbire à tous les niveaux. Donc il n'y avait pas de justice, il n'y avait pas de presse, il n'y avait pas, d'ailleurs, les médias qu'on appelle le quatrième pouvoir, il n'y avait pas le premier pouvoir qui est, disons, le pouvoir législatif ou le pouvoir parlementaire, pas de pouvoir exécutif. On n'avait rien du tout. Tout a été infiltré et gangréné par
la mafia des généraux et bien sûr les oligarques, ou le frère de l'ancien président, des amis de l'ancien président, Bouteflika. Et donc, ce qui veut dire, c'est parce que le peuple, il n'a pas trouvé de structure pour réclamer ses droits ou réclamer un état de droit, c'est pour ça qu'il est sorti dans la rue. Par millions, on l'avait vu quand ça a commencé, le Hirak, c'était des millions de gens qui sortaient des fois plusieurs fois par semaine. Ils ont commencé les vendredis, et puis vendredi et mardi, et par la suite, c'était vendredi, mardi et samedi. À ce moment-là, les forces de l'ordre ne pouvaient plus suivre. Et on a vu les partis politiques qui ont des agréments. La plupart, ils étaient avec le pouvoir, ils n'étaient pas avec le Hirak. C'est par la suite qu'ils ont essayé de surfer sur la vague du Hirak, mais le peuple les a rejetés, à part bien sûr quelques partis politiques qui m'a que nous vraiment c'est un honneur d'avoir un chef de parti comme lui, ou le parti du RCD, disons, une partie du FFS, pas tous, parce qu'on a vu que le FFS, l'élite, elle a commencé à marchander avec le pouvoir, mais sinon... Il y a le PST qui a été suspendu, et il y a le parti de Zobeda Assoul, l'UCP, je crois, si je ne m'abuse, qui menace aussi d'être suspendu ou dissous. Oui, voilà. Mais sinon, les grands partis qui sont connus et qui ont peut-être des dizaines, des centaines de milliers de militants, ils bougent pas. Au contraire, ils sont là, ils sont bien gentils, ils ont participé aux élections législatives et ils envoient leurs députés au Parlement, qui n'est pas un Parlement, qui n'a pas de pouvoir. Donc, ce qui veut dire, le peuple n'a pas trouvé de structure pour réclamer ses droits, et c'est pour ça qu'il s'est opposé en masse, et c'est pour ça qu'il a fait commencer le mouvement Hirak. Et ce peuple-là ne va pas s'arrêter jusqu'à ce qu'il arrive à obtenir... Et justement, ce peuple-là ne va pas s'arrêter. Alors avant de passer à la thématique suivante, celle de la revue El Jish et sur El Jish d'une façon générale, vous avez assisté récemment à un rassemblement, une rencontre qui a eu lieu à Lille, je crois. Pourriez nous en dire deux mots? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Donc, c'était le 22 janvier, on a assisté à une manifestation qui s'est passée à Lille, en face du consulat algérien. C'était toujours pour le Hirak, pour réclamer un état de droit, pour libérer les détenus d'opinion ou les détenus politiques, pour une justice en Algérie et pour que cette mafia des généraux parte. Et on ne va pas s'arrêter jusqu'à ce qu'ils partent tous, parce que le peuple n'a plus confiance en cette mafia des généraux qui est composée, on sait bien, par des généraux traîtres, par des généraux corrompus, par des généraux incompétents et incapables à gérer le pays. On a vu comment ils ont géré le pays les incendies l'été passé, et malheureusement le plus pauvre des pays africains pouvait gérer cette catastrophe d'une façon meilleure que la nôtre. Et il y a eu un appel, je crois, lors de cette rencontre, il me semble. Effectivement, donc les manifestants présents sur place, donc ils ont réaffirmé que le Hirak était toujours là et qu'il continuait à manifester pour l'Algérie. Et donc, il y avait par la suite une réunion où les participants à cette manifestation se sont réunis et par la suite, ils ont décidé de lancer un appel. Donc, cet appel qui suit l'appel de Bruxelles du 15 octobre 2021 et qui est dans la suite de toutes les démarches de coordination, que ce soit de Paris, que ce soit de Strasbourg, Genève, Bruxelles, Francfort, Lyon, Madrid et dernièrement Lille. C'est une suite. Donc, pour continuer le Hirak, et dans cet appel, on a donc l'appel à la diaspora algérienne qui se trouve en Europe d'aller assister en masse à la manifestation du 20 février à Paris, pour réaffirmer nos revendications du Hirak et pour soutenir nos détenus en Algérie.
Deux, on appelle toute la diaspora algérienne qui se trouve à l'étranger, donc en Europe ou ailleurs, à s'organiser en une coordination inclusive, hein, donc pour qu'il y ait vraiment une coordination entre la diaspora et le Hirak de l'intérieur. Très bien, très bien. Je vous remercie. Alors, Karim Naïtou Slimane, d'abord avant de lancer le sujet suivant, celui de la revue LG, je rappelle qu'elle a vraiment changé de peau, la revue LG, celle-ci est un peu modernisée, elle a mis de la couleur, et puis elle ne traite pas que du politique. Maintenant, il y a les affaires militaires, une longue rubrique qui s'appelle les affaires militaires. Il y a aussi un dossier sur les essais nucléaires du temps de la colonisation. Et on sent qu'il y a plus de professionnalisme, y compris dans la formulation. Quoique, par exemple, je vais vous lire la première phrase de l'édito, vous allez être édifié pour que je n'en dise pas plus long. Écoutez bien, hein, ça vaut vraiment son pesant de balles Kalachnikov. L'édito, il s'appelle « Ceux qui n'ont pas appris des expériences de l'histoire ». Et la première phrase, écoutez bien, le premier paragraphe, la première phrase, hein, l'armée nationale populaire se distingue des autres armées du monde par le fait qu'elle n'a pas été constituée par décret. C'est pas incroyable, ça? Comme si les autres armées ont toutes été créées par décret. Les soldats étaient à la maison, on les a convoqués, on leur a dit ça y est, vous faites, l'armée est née aujourd'hui. Comme si elles ne découlent pas toutes autant qu'elles sont de processus historiques. C'est incroyable de dire ça. Mais avant, nous allons écouter d'abord M. Tebboune, puis M. Chingreha, et nous en parlerons. M. Tebboune. يأمنوا بالقدرات تاع الغير هما دايرين روحهم ما الجزائر قوة ضاربة العالم كله معترف بالجزائر إلا بعض الجزائريين تلقاهم نهار كامل هما يقزموا في البلاد نهار كامل هما ينتقدوا نهار معليش الانتقاد بلاه الانتقاد البناء يخليك يعني تفوت المراحل الأخرى ولكن ما تقزمش بلادك العالم كله عارفها باللي قوة جهوية باللي قوة تجيب السلام في المنطقة باللي قوة جابت توازنات في المنطقة دولة اللي تخرج 250 ألف جامعي سنويا قال لي أنا ما نشكك في الشباب تاعها ستارت اب ميكرو انتربريز ولا غيرها C'est un problème. Et maintenant, nous allons écouter M. Chengreha, chef d'état-major de l'ANP. اليوم نعول على كل واحد وهو في المنصب نتاعو من الجندي البسيط إلى ما أعلى. مهمة شريفة الدفاع عن الحدود نتاعنا ضد الإرهاب ضد المهربين وضد حتى عدو كلاسيكي لأن الجزائر هي أقوى دولة في المنطقة أقوى دولة برئاستها بحكومتها بالمؤسسات نتاعها كلها وبالجيش الوطني الشعبي نتاعها اللي برز وثبت وبرهن باللي هزم الإرهاب كيما جدودنا وبياننا هزموا فرنسا أثناء حرب التحرير وكل الفضل يرجع لكم. Karim Naïtou Slimane. Déjà, si on se réfère au règlement de l'armée algérienne que M. Chengreha a l'air de chérir, en principe, il ne devrait pas occuper son poste. Puisqu'il a dépassé l'âge légal de la retraite. Absolument. Donc déjà, il occupe le poste de quelqu'un d'autre. Hein? Donc là, il occupe le poste de quelqu'un d'autre. Donc en réalité, il n'a aucune légitimité légale, légalement. Il n'a pas le droit d'être assis sur ce fauteuil-là. Que dire?
l'armée algérienne, c'est 26%. 26% du budget de l'État pour l'exercice 2022. La dernière loi de finances, c'était 26%. C'est-à-dire à peu près 9 milliards, 300 millions de dollars. Il n'y a aucun mécanisme de contrôle sur l'usage de cette somme colossale. Pour l'instant aussi, l'armée algérienne actuellement, notamment une partie de ses généraux, exerce les fonctions politiques suprêmes en Algérie. Nous avons vu par exemple que les élections qui ont abouti à la désignation de Tebboune étaient organisées par Feu Gaïd Saleh. Hein, donc elles ont été organisées. Le défunt chef d'état-major. Absolument. Le défunt chef d'état-major. C'est lui qui a organisé ces élections et il discourait avec son combat, hein, donc il ne se cachait pas. Voilà ce qu'on peut dire jusqu'à présent sur cette armée. Alors une question, Karim, une question dont je n'ai pas la réponse, je vous pose la question. Est-ce qu'il y a une armée au monde, hormis la Corée du Nord, on accepte, au monde, y compris les pays les plus sous-développés du monde, est-ce qu'il y a une seule armée du monde qui ne justifie pas un centime du budget qu'elle reçoit de l'État? D'abord, qui le désigne, c'est elle qui décide qu'il sera de 10 milliards ou de 12 ou de 15 ou... Et ensuite, aucun budget n'est proposé au Parlement pour le débat, aucun plan, aucun budget. Et à la fin de la dépense, à la fin de l'année d'exercice, il n'y a aucune justification et il n'est permis à personne de faire le moindre petit contrôle sur le moindre petit dinar. Est-ce que ça existe dans le monde et est-ce qu'il existe dans le monde des pays où le quart, plus que le quart, du budget revient à l'armée, qui est déjà très, très surarmée? Bien sûr. Et surtout, non seulement ça n'existe pas, mais surtout ça n'existe pas dans le cas de pays qui ne sont pas en guerre. Je rappelle que l'Algérie n'est pas en guerre. Hein, donc nous ne sommes engagés dans aucun conflit militaire, à ce que je sache. Je reviens à mon raisonnement, parce que il faut comprendre le statut de l'armée algérienne, et pas toute l'armée encore, de statut que certains généraux ont donné à l'armée algérienne. Pourquoi je parle et je dis que l'armée algérienne actuellement est le seul parti politique en Algérie? Parce que depuis l'indépendance, l'armée a fonctionné comme garant du régime et avec un saut qualitatif qui était vers la fin des années 80, début des années 90, lorsque les Algériens ont voulu faire de la politique, lorsque la société algérienne s'est essayée à l'exercice politique réel du multipartisme, et ce que je dis est étayé par le témoignage des responsables de l'armée à l'époque, tels Khaled Nazar par exemple, le général à la retraite, l'armée à l'époque avait décidé d'interrompre un processus électoral populaire. Elle s'était émissée directement dans le champ politique. Et depuis ce jour, elle ne s'est jamais retirée. À l'époque, parce qu'il faut comprendre le problème algérien, comment il se pose, il faut bien poser le problème pour aller vers la solution. À l'époque, certaines personnes en Algérie, une partie de la société civile, une partie de la société politique, une partie des acteurs politiques avaient accepté l'émission de l'armée dans le champ politique parce qu'à l'époque, ils ont cru ou ils ont voulu que les militaires éloignent les islamistes de la politique. C'est-à-dire, tant que l'armée empêche les islamistes de faire de la politique, c'était acceptable pour certains. Mais maintenant, on réalise quoi en réalité? On réalise que, actuellement, et c'est pour ça qu'il faut voir toute la perspective historique, que l'armée maintenant empêche tous les Algériens de faire de la politique. Pourquoi? Parce qu'actuellement, ça n'est pas le fils
qui est dissous. Le fils a été dissous suite aux années 90. Mais par le même processus, on voit que des partis ouvertement laïques sont soit dissous, soit menacés de dissolution. Et donc là, on comprend les véritables raisons de la dissolution du fils. Les véritables raisons de la diabolisation de Mehri, Rabbi Yarhamou. Les véritables raisons de la diabolisation de Eid Ahmed, Rabbi Yarhamou. Les véritables raisons de la diabolisation maintenant de Mohsin Ben Abbas, de Karim Tabou et de Fethi Ghres, de ces 300 et quelques détenus politiques et de tous les Algériens qui sont à l'étranger, qui s'opposent à ce régime, la diabolisation d'El Magharibiya et de tous les journalistes libres qui essayent de faire leur travail comme il se doit. C'est-à-dire que les généraux actuellement interdisent la politique aux Algériens. Voilà ce qu'on peut dire actuellement. Merci Karim. Finissez parce que je vais devoir vous interrompre, mais finissez votre phrase, Karim. Ce que je veux dire, c'est que lorsqu'on parle de l'armée algérienne maintenant, on doit parler d'elle politiquement, parce que actuellement, les généraux sont les seuls acteurs politiques qui font la politique en Algérie. Et même les difficultés qu'ils ont entre les différents clans qu'ils ont, ce sont en réalité des combats politiques. Parce que la société civile est empêchée de faire de la politique, alors la politique se fait au sein de l'armée. Et ce ne sont pas les soldats qui la font, ce ne sont pas tous les militaires qui sont enrôlés dans cette armée qui la font, mais c'est une poignée de généraux qui piétinent la constitution algérienne et le droit des Algériens et qui se trouvent actuellement au-dessus de toute loi en Algérie. Et c'est pour ça que le budget de l'armée, en réalité, n'est pas sujet à discussion. Et ce n'est pas demain que nous allons voir une commission qui va interroger, par exemple, des militaires sur, par exemple, l'usage de ces 9 milliards 300 millions de dollars qu'on leur octroie cette année, par exemple. Merci. Skandar Debbache et Tawfiq Bousbata, je vais devoir vous frustrer un peu, il ne reste plus de temps. Donc vous allez avoir droit à 2 minutes chacun, je suis vraiment désolé. Skandar Debbache, sur cet édito del Jish, sur le Jish qui menace tout le monde, qui se prend pour le digne héritier de l'ALN, qui a récupéré la légitimité des révolutionnaires, les Chouhada, les Moujahidines, véritables, authentiques, etc., et qui dispose du quart du budget de l'État sans aucune justification qui soit. Skandar Debbache, en 2 minutes, s'il vous plaît. Il peut dire n'importe quoi. Il se limite au verbiage habituel en se prévalant de la guerre de libération. Non, l'ANP n'est pas l'héritière de l'ALN. Hacha. L'ANP est une armée, je dirais, de mercenaires actuellement dans la position où elle est. Et c'est même une armée d'occupation. On ne peut pas dire ça, Skandar. Ce serait insulter tous les militaires. Ce n'est pas le cas, vraiment. Comme vient de le dire Karim, en fait, c'est une poignée de généraux qui a pris en otage une armée tout entière. Mais dire que c'est une armée de mercenaires, personnellement, je ne serais pas d'accord avec vous. Jamal, vous parlez sans doute des conscrits, c'est ça? Je parle de toute l'armée, y compris, même pas de tous les, y compris cette poignée de généraux. Pas tous les généraux. Il y a beaucoup de généraux qui sont honnêtes, qui sont droits, qui font leur travail et qui déplorent ce qui arrive à leur pays. J'en sais quelque chose, je leur ai parlé personnellement. Oui. Moi, je vous donne mon opinion. C'est que une armée, normalement, elle doit être comptable devant le peuple. C'est dans le cadre, c'est-à-dire d'un État de droit ou même dans un État. Si l'on prend, c'est-à-dire l'État algérien, plutôt l'État dans la définition classique qu'on lui accorde généralement, à savoir qu'il est l'expression écrite de la nation si cette dernière est une conscience collective. Voilà. Donc, ce qui n'est pas le cas, justement.
c'est une armée dont les membres plutôt sont pris en otage. Maintenant, vous allez me dire peut-être qu'il y a les conscrits qui sont des enfants du peuple. Vous savez, pas de problème. Pendant la guerre de libération, la France aussi a lancé une conscription chez les jeunes Algériens. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient qu'ils étaient pour l'armée française ou la HADEC. Ils faisaient leur service militaire parce qu'ils y étaient contraints. Donc maintenant, on peut longuement épiloguer sur le rôle de l'armée en Algérie. Elle a installé, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a installé une sorte de proconsul en la personne de Tebboune, qui est là pour exécuter ses ordres. Et d'ailleurs, elle se fiche pas mal de ce qui se passe dans les affaires intérieures tant qu'il ne s'occupe pas des affaires de l'armée, c'est-à-dire elle lui laisse une certaine latitude, et puis c'est tout, et puis voilà. Maintenant, merci Iskandar. Merci. Finissez votre phrase, je vous prie. Non, je voulais dire que maintenant, c'est quoi? Nous avons affaire à une armée qui a renié son peuple, qui est complètement détachée de son propre peuple, qui n'a pas hésité à le massacrer. C'est une armée pendant les années noires, et c'est une armée sans honneur. Voilà ce que je veux dire. Merci Iskandar Debbash. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Toufiq Bouspata, vous avez le mot de la fin, en moins de 2 minutes, Toufiq, vraiment. Donc, ce que vous avez dit, c'est une contradiction. Contradiction, d'un côté, il parle, j'ai vu aussi cohésion entre le peuple et son armée, consolider le lien profond. Il parle d'affermir les liens de fraternité entre les enfants du peuple. Oui, je suis d'accord. Les enfants du peuple entre les militaires et le peuple civil. On a tous des frères qui sont dans l'armée ou qui sont dans la gendarmerie ou dans la police. C'est pas ça le problème. Le problème, ce sont les généraux corrompus qui détiennent le pouvoir. Donc, ces simples militaires, ils vivent aussi dans la misère. Moi, j'ai un cousin qui après avoir une crise cardiaque, ils l'ont réformé de l'armée et il a même pas de quoi vivre. C'est son papa qui lui achète le médicament pour se soigner et qui lui achète le lait pour son fils et la nourriture pour sa femme. Donc, c'est incroyable ce qui se passe en Algérie. Le peuple algérien ou l'armée algérienne, ils n'ont pas profité de cette manne. Et quand on voit 26%, c'est ce qu'on dit, c'est officiel. Mais peut-être ça dépasse les 26% du budget de l'État. C'est incroyable. Il suffit juste de voir sur Google ou là sur Wikipédia et vous allez voir, même les plus puissantes armées du monde, la Chine, la Russie, les États-Unis ne dépassent pas 4%. La Chine, elle dépasse même pas 2% du budget national. Donc c'est incroyable et on se demande qu'est-ce qu'ils font avec cet argent. Et sincèrement, personnellement, j'ai pas confiance en cette armée parce qu'elle est composée de corrompus. Donc demain, le commandement, je suis même pas sûr qu'il va défendre l'Algérie en cas de problème. L'armée, les militaires, ils vont la défendre, mais le commandement, ils sont pas compétents, donc ils peuvent pas la défendre. Et à savoir, qu'est-ce qu'ils nous ont acheté comme matériel militaire, comme les avions qu'ils ont achetés de la Russie. On a vu l'Ukraine qui a divulgué qu'en quoi il y a eu des avions qui étaient vendus aux Algériens comme étant des avions neufs. Mais finalement, ce sont des avions qui ont déjà été utilisés. Donc, pas confiance dans cette armée. Et en plus, il n'y a personne qui la contrôle. Et c'est pas ce que le peuple, il veut. Le peuple, il veut qu'il y ait une armée professionnelle qui va défendre les frontières, qui se mêle pas de politique, et une armée qui aura des comptes à rendre au peuple. Le peuple, c'est lui qui va avoir la souveraineté. Merci Toufiq Bouspata, merci d'être avec nous, j'espère que vous reviendrez. Merci Karim Naïtou Slimane, merci Iskandar Debbash et merci beaucoup Madame Souad Bahmed pour votre courage, pour votre engagement aux côtés de votre fils, vous qui avez entrepris d'entamer une grève de la faim avec lui, avec tous les détenus politiques. Nos hommages les plus sincères, les plus fraternels à toutes les mamans, à tous les papas, à toutes les familles des détenus politiques. Et Inch'Allah, demain, il fera jour. Redwa, yitla an-nahar. Qawla khair b'slama.